commençons. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Pablo Sora, je suis un membre de Ingénieurs sans frontières et étudiant en génie civil également. Alors, je suis un représentant de Ingénieurs sans frontières, tel que dit, et je suis un des organisateurs pour le projet Notre Histoire, Notre Impact, qui consiste à diverses activités durant le mois de février pour mettre en valeur la culture noire. Alors, une des activités pour ce projet est la conférence sur l'afro-excellence, parcours, pouvoir et innovation. On a des excellents panels ici présents. Alors, le modèle de la conférence se passera à une représentation de chacun des panélistes. Par suite, il y aura une question individuelle pour chacune d'entre elles. Et par suite, il y aura une question générale. Et par la suite, si d'autres personnes veulent poser des questions, on va avoir une période pour questions. Alors, tout d'abord, on a accès à l'honorable sénatrice Zousouance, Tracy Pollard et également Marsha Maxil. Alors, tout d'abord, on va juste faire un petit tour de table pour pouvoir se présenter. Oui. Alors... bonjour à tous, je m'appelle Suzy Ouan, je suis une ancienne de l'ETS. J'ai fait ma maîtrise et mon doctorat ici à l'ETS. J'ai enseigné à Jules, qui est là. Donc, je suis arrivée en 2006 ici à l'ETS. J'ai fait une maîtrise et un doctorat, comme je l'ai dit, avec Marie-Josée Nollet. Et j'ai étudié un peu le génie parasismique, donc un peu les églises, des bâtiments patrimoniaux, comment ils vont se comporter lors des tremblements de terre, et mon doctorat a porté sur les hôpitaux de Montréal. Donc, un parcours de beaucoup d'études. J'ai enseigné, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un peu j'ai pas un parcours typique de l'ingénieur. J'ai animé 2 émissions à la télé. J'ai travaillé dans deux firmes de génie conseil juste avant d'être nommée sénatrice. Donc, j'ai fait le saut en politique. Je dis en politique et je ris de moi-même parce qu'il y a, au Sénat, il y a un sénateur, lui, il dit, il n'est pas politicien, il est un parlementaire. Donc, j'ai fait le saut au Parlement du Canada depuis 1 an et demi et je siège sur des comités, sur 4 comités. Naturellement, un comité qui fait le suivi des travaux dans les bâtiments et sur la colline, le comité de défense, le comité d'énergie et environnement et un comité sur les règlements du Sénat, un peu au point pour comprendre qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est un peu ça. Je suis ravie d'être là et puis contente de pouvoir répondre à des questions. Bonjour à tous, mon nom est Christy Sola, je suis professeure fondateur en politique créative. Je travaille notamment pour l'association Lumière de Galactique et un peu un anglais de référence en milieu culturel. Donc, on a une plateforme pour les rencontres de talents issus des communautés noires. Dans le Ghana, mais aussi à travers des programmes de développement de compétences pour l'entrepreneuriat. Je suis une étudiante de l'ETS. Plutôt étudiante dans l'administration des affaires. J'ai dirigé une communauté, j'ai pris dans le milieu culturel, l'organisation de groupe municipal, l'expansion culturelle. Donc, j'ai vraiment pas de pouvoir ici avec le développement de l'éducation et Madame Azil, de mon communication. Merci de répondre sur les questions et les choses. Bonjour, mon nom est Marsha Maxil. Je suis donc STI au bureau du secrétaire général de la ville de Montréal. Moi, je suis une convertisse élève, je suis dans le domaine d'expert et je choisis mon parcours de différent. J'ai un bac et j'ai des environnements qui utilisent les technologies d'information et des messages. Donc, en particulier, mon parcours, c'est que je suis vraiment contente de m'acheter, d'être entourée de ces femmes extraordinaires. Pour moi, c'est très important aussi d'avoir une place pour les femmes en technologie de la sécurité. On est encore très trop peu. Donc, c'est pour ça que je suis très excitée de prendre des questions. Alors, maintenant, on va commencer les questions individuelles. Alors, sénatrice Zousouance, quel est l'un des projets dont vous êtes le plus fier, soit par la manière dont il vous représente, ou soit ça peut aider justement la communauté auprès de vous? Ou au Sénat ou sinon dans votre carrière en tant qu'ingénieur? Compliqué. C'est difficile. En fait, souvent, on fait le retour sur notre parcours et puis
des fois, des petits gestes, des questions qu'on a posées ont eu plus d'impact qu'un projet qu'on a réalisé. Mais l'une des choses dont je suis vraiment fière, c'est que c'est mon projet d'intégration. Donc, quand j'ai quitté Haïti en 2006, je travaillais pour la coopération canadienne. C'était une excellente job. C'était une belle job. Donc, je devais tout quitter pour commencer à zéro ici au Canada. Et je pense l'avoir déjà dit ici à l'ETS. Plusieurs personnes me disaient que c'était inné. Et même moi, en mon fond intérieur, je me disais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de quitter un avenir qui était quand même intéressant, professionnel intéressant, mais il y avait aussi l'aspect, toutes les difficultés qu'il y a en Haïti. Donc là, je me suis dit, je vais me donner une chance. Je viens ici au Canada, je vais étudier et puis voir tranquillement comment ça va et se traduire, en quoi ça va se traduire. Donc, quand je suis arrivée ici à l'ETF, donc j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat et je me posais encore la question, est-ce que c'était le bon parcours, donc m'investir en études. Et c'est à ce moment-là que, en fait, on a publié, donc quand je dis mes deux co-directrices et moi, nous avons publié un article qui porte sur mon sujet de thèse dans la revue canadienne de génie civil et on a reçu le plus ancien prix en génie civil qui est la médaille Casimir Dziobsi. Donc, cette médaille-là est venue me dire, tu as bien fait de l'étudier, tu as bien fait de te spécialiser parce que je voulais le faire dans le génie parasismique à cause de la vulnérabilité sismique en Haïti. Et puis là, ça m'a donné une force incroyable de m'investir dans plein d'activités, des activités des filles et des sciences. J'ai été sur des conseils d'administration et j'atterris sénatrice au Canada. Donc, mon plus beau projet, c'est mon intégration ici au Canada. Donc, partir d'un pays, d'Haïti, venir ici et être sénatrice en 20 ans, c'est pas plus. Ah oui. C'est un très beau parcours également. Alors, par exemple, Tracy, tu as bâti la base de données passant de 115 à près de 900 professionnels pour le Gala Dynasty. En quoi la collecte de données est-elle un acte politique stratégique pour assurer une réelle inclusion dans les institutions culturelles? C'est une très bonne question. Pourquoi c'est un acte politique? Je pense que déjà à la base, collecter des données permet de dire qu'on existe. Il faut être capable de adresser les biais et les enjeux, c'est bien qu'on voit dans les institutions gouvernementales, que ce soit l'accès au financement, l'accès aux opportunités, de comprendre un peu le paysage culturel pour savoir sur quoi on se spécialise. Donc, en ayant cette capacité-là de collecter les données, moi, personnellement, le but, c'était premièrement de savoir qui sont les professionnels de l'industrie au Québec, d'être capable aussi d'automatiser un peu notre processus de nomination parce qu'il y a là l'équipe derrière, c'est une BLM, une toute petite équipe, donc à chaque fois, il fallait qu'on fasse un peu appel à la mémoire de l'essence, qui fait quoi, donc vraiment d'automatiser ça, d'avoir un cotin de qui fait quoi, dans quelle industrie, quels sont ses accords, quels éditeurs, etc. Ça a vraiment permis d'avoir une meilleure compréhension de qui fait quoi et de suivre aussi les parcours. Donc, je pense qu'en termes d'actes politiques, ça demande aussi, quand on a cette base de données-là, de pas nécessairement se baser seulement sur pas sur des initiatives avec des bonnes intentions, mais sur des faits, sur des dossiers pour être capable d'évaluer des environnements, par exemple. Lorsque c'est temps de pouvoir aider sur le culture. Je dirais pour moi, c'est vraiment c'est un acte politique dans ce sens-là. C'est d'être capable de visibiliser justement ces personnes-là qui sont invisibles, des femmes, des enjeux. Je vois aussi
Il est possible, également possible de pouvoir avoir une certaine relation avec le domaine du génie, puisque même en tant qu'ingénieur, on doit avoir une vision globale d'un projet, savoir quelles sont les choses qu'il ne faut pas oublier dans la gestion de projet, que ce soit pour des sous-traitants, les entrepreneurs en général. Alors, c'est un parfait moment pour pouvoir voir la relation entre le domaine culturel et également le domaine du génie. Et là, maintenant, on peut également voir la relation avec le domaine du tech. Alors, Marsha Passil, vous êtes membre de Black Ladies in Tech. Parlez-nous un petit peu, c'est quoi, parlez-nous un petit peu, c'est quoi Black Ladies in Tech, c'est quoi les avantages de celle-ci, c'est quoi l'idéologie derrière cette entreprise? Black Ladies in Tech, c'est plutôt une association. Ça venait du besoin que, je pense que c'est un peu dans le domaine technologique, mais il y avait beaucoup d'activités pour réunir le temps. En fait, les chiffres sont que les nouvelles technologies en sciences en général, le taux des femmes sont vraiment 20%. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas bougé à travers les années et les décennies, je dirais. Et il y a l'enjeu de pouvoir attirer des femmes technologiques en space biologique, et pour ça, une fois qu'elles sont arrivées, de les retenir. Donc, c'est les deux enjeux principaux. Il y a, à travers les années, plusieurs associations qui ont commencé à arriver. Vous voyez ça, notamment aux États-Unis, à Toronto, au Canada, toutes sortes d'associations de groupes, dans le but d'essayer de regrouper des femmes qui travaillent dans ces domaines-là et trouver un lieu, justement, pour pouvoir essayer de parler des défis qu'elles vivent, même si le mettre supporté et pour pouvoir les permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, la Black Ladies in Tech se retrouve à être cette association des personnes ayant des hanches et pour justement créer cet espace-là pour que les femmes et leurs amis aussi, parce que c'est pas réservé uniquement les femmes, mais leurs amis pour vraiment un espace pour échanger, apprendre aussi, parce que c'est différentes activités aussi, que ce soit on a fait un atelier sur le nom des chats, tout parce que à peu près mais il faut vraiment savoir comment communiquer lorsqu'une réunion, comment organiser différentes ateliers qu'on fait aussi. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Ça, c'est vraiment un espace qui réunit ces femmes-là et leurs alliés pour trouver aussi des outils, et apprendre des choses, en fait, ce que la communauté représente. Merci. Alors, merci pour ce beau message. Ça montre également que même si certaines peuvent poser ça comme une difficulté, mais ça reste que l'inclusion, c'est ça qui fait notre force, que ce soit dans le domaine du tech avec initier justement différentes femmes à s'instruire également dans ce domaine-là. Alors, sénatrice Souchance, j'aimerais savoir, y a-t-il une idéologie nuisible que vous souhaiteriez déconstruire au sujet de notre communauté, que ce soit dans le secteur public ou politique? Oh là là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais je pense que une activité comme celle-là, qui met de l'avant des femmes noires professionnelles, ou d'autres activités qui mettent en avant des femmes artistes, dans tous les domaines des femmes noires, des hommes noirs de notre communauté, je pense que c'est déjà un pas très important parce que vous mettez de l'avant des modèles. Et quand il y a des modèles, ça permet de déconstruire automatiquement, pas automatiquement, mais ça aide beaucoup à déconstruire certains mythes autour de nos communautés. Je vais vous donner une blague. Quand j'ai été nommée, j'ai appelé une amie et puis elle était tellement... En fait, il y a beaucoup de gens qui étaient contents. Je pourrais en raconter plein. Mais il y a une particulièrement, elle était tellement contente, c'est une bonne amie. Et puis elle a dit, ils verront qu'on ne construit pas seulement des chauffeurs de taxi. Parce que la communauté haïtienne est très liée à l'industrie du taxi. C'est ce qu'elle m'a dit, la première chose qui est sortie quand elle a su la nouvelle, c'est ça. Donc, mettre de l'avant des modèles permet de déconstruire tous les mythes et les mauvaises façons de voir les différentes communautés. On pourrait le mettre pour toutes les différentes, on pourrait le mettre dans tous les domaines de minorités. Et mon choix, c'est quand même un choix, hein, d'aller au Sénat ou d'aller en politique, est très lié à cet élément-là parce que l'une des
tâches, l'un des rôles du Sénat, c'est justement de représenter les minorités. Donc, dans notre rôle de chaque jour, dans nos activités de chaque jour, ce qu'on fait, si on prend un projet de loi, mais c'est de voir l'impact de ces projets de loi sur les minorités, voir les peuples indigènes, autochtones, tous ces éléments-là, on prend. Donc, vous voyez, dans mon rôle, je personnalise quasiment la personne qui s'occupe de s'assurer que les minorités, que les mythes contre les minorités tombent à travers les projets de loi. Donc, c'est ça ma réponse. Aussi, au-delà de la création, comment les outils numériques, technologiques permettent-ils aujourd'hui aux artistes de mieux structurer leur business et atteindre justement une autonomie financière? C'est une très bonne question, puis je pense que c'est un débat qui est actuel et fait peur parce que on a l'impression, mais je pense qu'il y a des preuves aussi, on voit, il y a beaucoup d'articles qui sortent, il y a des recherches qui sont posées par rapport à l'impact grandissant de la technologie dans le milieu culturel, surtout au niveau de la propriété intellectuelle, du processus artistique, de l'individualité aussi de l'artiste. Donc, je pense que on ne peut pas s'y échapper. Moi, je continue de faire mes recherches, je continue de faire mes lectures, mais je pense que dans l'idée où on peut faire une carrière dans le milieu culturel, il faut vraiment premièrement se pencher sur ce qui est disponible, les outils qu'il y a, et s'informer. Mais il faut les voir aussi comme des outils qui peuvent nous aider à mieux se structurer. Donc, je sais que c'est pas la majorité, mais une grande partie des agents dans le milieu culturel, c'est les artistes. On focus beaucoup sur le outcome de l'art, mais moins souvent sur le processus. Derrière le processus pour avoir une carrière, il faut qu'on soit structuré. Donc, les outils qui nous permettent de planifier, automatiser certains processus, de gérer une finance, des outils aussi qui soient capables de s'alléger certaines tâches. Si on veut être capable de connecter avec des personnes, des potentiels collaborateurs, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment voir la technologie comme un allié dans le milieu culturel, plus que comme un ennemi, parce qu'on ne peut pas s'échapper. Puis après ça, il y a beaucoup de questions politiques aussi, certes, que le gouvernement, les institutions vont devoir se pencher pour savoir comment on peut bien gérer l'utilisation là sans nécessairement dénaturer l'idée de l'art, je dirais, mais vraiment comment s'autonomiser financièrement plutôt d'abord voir la technologie comme un allié. Moi, c'est ce que je veux pas dire. Ouais. Alors, j'aime bien justement la corrélation que tu as fait avec voir la technologie comme un allié. Ce qui amène ma question pour vous, Macha. Alors, l'intelligence artificielle est devenue justement omniprésente justement en 2026. Tout le monde l'utilise, que ce soit des étudiants, que ce soit des professionnels, que ce soit même des profs. Dans quel aspect peut-elle servir de l'outil pour pouvoir aider la communauté? Bon, déjà, parler d'intelligence artificielle, je ne sais pas combien d'heures c'est un gros sujet. L'intelligence artificielle, comme toutes les technologies, c'est un outil. Comporte c'est un outil de publicité pour les communautés, les gens utilisent différemment pour les uns. Mais sauf que une des choses que je pense que moi j'aimerais voir au niveau de l'intelligence artificielle, genre, c'est quoi, mais tous les données qui sont techniques là-dedans, on va encore des données qui concernent les communautés, les minorités, tout ça. Les pièces sont encore traitées dans les échanges artificiels. Donc, c'est vraiment une mesure qu'il faut considérer. Et plus on va l'utiliser, plus on sera en mesure de pouvoir montrer ces effets-là. C'est un des éléments. En fait, j'espère qu'on va arriver à les montrer. Mais c'est sûr que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui, comme tous les outils qu'on a maintenant, et les outils qui s'en viennent, peuvent contribuer à répondre à des besoins qu'on a. Mais l'intelligence artificielle demande quand même, il y a toujours la partie de l'humain. Qu'est-ce qu'on veut de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on veut construire avec? Qu'est-ce qu'on pense que ça peut nous donner?
Donc, il y a toutes ces réflexions-là à faire avant de pouvoir même l'utiliser et comme n'importe quel outil également. Merci. Maintenant, on va commencer la troisième partie justement de la conférence, soit justement des questions générales pour chacun d'entre vous. Alors, la première question est pour chacun d'entre vous. Et la pro-excellence prend différentes formes selon les domaines. Comment la voyez-vous évoluer et quelles actions concrètes devraient être mises en place pour la rendre plus visible et valorisée dans la société? Je pense que j'ai parlé de modèles tantôt, c'est de mettre de l'avant des modèles. Donc, par exemple, cette année, c'est les 30 ans de la célébration du mois de l'histoire des Noirs et le thème, c'est honorons l'excellence des communautés noires. Donc, c'est le moment de mettre de l'avant des différents parcours, de les faire connaître, de partager, de demander à des personnes et des communautés noires, mais de partager leur histoire, de dire eux-mêmes leur narratif. Parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait à notre place, mais le message est différent, l'objectif est différent. Donc, pour mettre en avant, donc c'est honorer l'excellence noire, mais c'est ça, c'est mettre de l'avant les beaux parcours. Il y en a tellement, il y a beaucoup d'histoires. On peut revenir sur l'histoire du Canada dès le début, des premières années de la création du Canada actuel. Et on retrouve des personnes des communautés noires et l'important, c'est de mettre de l'avant leur parcours, mettre de l'avant l'impact qu'ils ont eu et le fait qu'ils participent, les communautés noires, ben, ont participé à construire le Canada et le Québec qu'on a aujourd'hui. Comment je vois la présidence telle qu'aujourd'hui, quoi qu'il s'en va, j'aimerais vraiment soulever peut-être le grand défi que les organismes culturels vivent présentement aujourd'hui en 2026 dans le milieu culturel. Beaucoup de ces organisations-là sont des organisations qui mettent en place des outils, des programmes, des initiatives dans le but justement de faire rayonner les communautés noires ou de les accompagner dans une autonomie financière ou place d'emploi, etc. Donc, pour moi, je ne vais pas dire nécessairement que je suis pessimiste, mais c'est sûr et certain que dépendamment de tout qui est placé sous pouvoir, les mandats que ces gouvernements mettent en place, ça fait que directement des organismes de différentes communautés en pouvant continuer à faire notre travail de représentation et je ne vais pas dire de défense des droits, mais de rester dans la représentation des besoins de ces communautés-là sur le terrain. Donc, je pense vraiment qu'il y a un besoin important en tant que citoyen d'être à l'actif dépendamment du domaine, de l'industrie qui s'intéresse. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les organisations qui font ce travail-là? Comment on peut les soutenir pour ces individus? Mais en tant que communauté, des fois, ça peut être des organismes locaux, municipaux, ça peut être des organismes qui représentent une région, mais mettre son argent un peu vraiment soutenir financièrement cette organisation-là. Ça veut dire aussi que je peux faire un certain travail de donner les questions adéquates par rapport à la question de programme de politique. Donc, moi, je dirais que je ne vais pas dire que je suis pessimiste, mais des fois, ça peut être décourageant de voir que des organisations qui sont là depuis des années, des décennies, doivent fermer leurs portes à cause de manque de financement, à cause de manque de soutien, à cause de manque d'expertise aussi. Ça, je veux dire, des fois, on a une certaine expertise qu'on ne pense pas. Des fois, on pourrait donner quelques heures de bénévolat à ces organismes-là pour les aider à mieux structurer plus fort dans le travail qu'on se fait. Donc, je reste optimiste, mais je pense que le travail aussi est important. Mais j'appellerais vraiment tout le monde à des fois se rappeler comment on peut s'impliquer et encourager ces initiatives-là pour qu'elles puissent rester parce qu'elles sont importantes. Moi, je pense que mon idée rejoint beaucoup ce que je suis. Je suis un peu arrivée par accident, c'est-à-dire que je suis déroulée, je suis arrivée avec des questions.
Ben, je me souviens, le sondage de quand j'étais petite, j'avais jamais pensé comme moi. Je me voyais ailleurs. Et là, je me suis dit, je fais comme objectif que je verrais cette personne. Comme ça, si je rencontre une petite fille, elle dit, ah, c'est quelque chose que je pourrais faire. Et je pense que les modèles qu'on a besoin, et ça, les médias, peu importe, je sais on n'importe quoi, j'aimerais avoir la quantité, quelque chose de pas. Mais je trouve que les modèles-là, ça nous inspire, ça construit dans sa petite personne, dans ces personnes-là, je trouve que c'est vraiment crucial. Et ça, c'est pour que le cœur de quelque communauté honnête et bien, on a tous besoin de voir, ne serait-ce qu'un peu ailleurs. Moi, je trouve que c'est vraiment important d'avoir des modèles de communauté et en plus aussi, une équipe de personnes qui nous inspirent, seulement des types de communauté morale. On regarde à travers l'histoire, vous avez toutes les personnes que vous pensez que vous avez vues quand vous avez le prophète dans les années qui vous a inspiré, qui soit une personne pour le public. Je trouve que ça doit être possible, par exemple, comme professeur, quelqu'un qui a une conférence que vous faites aujourd'hui. Donc, je pense que c'est vraiment clair de regarder la question. Et comme vous avez dit, il faut vraiment rester optimiste dans ce genre de choses et pas de bien voir que c'est un projet qui se fait au long terme et non au court terme. Par exemple, admettons, lorsque j'avais 16 ans, j'étais optimiste et j'avais fait, par exemple, une pétition à l'Assemblée générale pour pouvoir inciter justement le gouvernement à être plus inclusif dans l'explication de l'histoire et à quel point la communauté noire a été importante. Et ça n'avait pas marché. Moi, je pensais que j'avais 16 ans, je pensais que juste en faisant une pétition, ça allait marcher facilement. Et là, maintenant, quand je regarde derrière, c'est vraiment des petites étapes qui nous a amenés, par exemple, juste ici pour voir toutes ces pionnières ici à présent. Ou même, par exemple, des petites institutions, comme je suis à dire, qui expliquent justement la communauté noire, comme Black BBO, qui est un OBNL également, qui explique qui a archivé justement l'implication de la communauté noire, que ce soit au Québec ou également au Canada. Alors, c'est également un de nos partenaires pour le gala, également un de nos partenaires pour le projet Notre Histoire, Notre Impact. Et maintenant, une autre question que j'aimerais vous poser, quels sont les principaux défis auxquels font face la communauté sous-représentée dans le secteur de l'innovation, de la technologie, et comment y remédier? Je pense qu'il y a je vais répondre différemment. Moi, quand je suis arrivée ici, je vais revenir sur mon parcours en Haïti. J'étais dans une école de filles. En Haïti, on est tous noirs. Donc, dans mon école de filles, on nous a toujours dit, vous pouvez tout faire. Il n'y avait que des filles. Donc, on n'avait pas à se comparer avec les garçons. Et je pense que ce parcours-là m'a donné une force incroyable pour faire face à du racisme que j'ai rencontré dans mon parcours, pour faire face à des petites remarques désobligeantes qui, finalement, l'une après l'autre, découragent certaines personnes. Et je pense que j'ai dit une fois à une amie, je suis contente que j'ai grandi en Haïti à cause de ça. Parce que j'ai grandi avec une force où c'était trop tard arrivé il y a 20 ans qu'on me déconstruise, qu'on me dise que ce que j'ai fait, que ma place n'est pas là. Moi, je pense que j'ai eu cette chance et cette force. Et c'est là que je pense qu'il faut agir. Il faut agir sur le fait que quand nos jeunes arrivent au cégep et puis on leur dit, vous savez, vous êtes noirs, vous n'irez jamais nulle part. Les noirs sont pas bons en maths. C'est des éléments qui font en sorte que ça crée chez nos jeunes comme un découragement. Et puis donc là, ils se disent, mais pourquoi aller dans ce domaine-là? Parce que de toute façon, il n'y a personne. Et ça revient au modèle. Ça revient au modèle. Donc, il faut vraiment, et ça, et partout où on passe, c'est de donner la force à nos jeunes pour qu'ils croient en eux, croient en leur force et qu'ils sachent que, aussi bien qu'on parle souvent du rêve américain, il y a le rêve canadien, parce qu'on est dans un pays où tout est possible.
tout est ouvert. L'école, on a les meilleures universités. On fait partie des pays où le niveau de vie est le meilleur. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi avoir peur de se mettre de l'avant et de faire ce qu'on a envie de faire? Parce que notre avenir, c'est nous qui le construisons. Donc, si on a peur, on ira nulle part. Et puis, on entre dans un cycle de déconstruction, de parcours en soi, et quasiment c'est la fin. Donc, c'est vraiment à nous tous de regarder autour de nous, de mettre de l'avant, d'accompagner des jeunes, et puis de célébrer, parce que c'est une chose qu'on ne fait pas. Et là, je le mets sur le dos de nos communautés, on ne célèbre pas assez. Quand on a un prix, quand on gagne quelque chose, on a peur d'en parler. Mais non, il faut en parler, il faut les mettre de l'avant, il faut aider les autres. Quand, par exemple, vous savez que j'ai été finaliste à la dynastie, mais oui. Donc, des instances comme ça qui mettent de l'avant, qui nous donnent des prix. Quand on reçoit, je pense que c'est une des meilleures choses quand on reçoit un prix de nos communautés. Un des premiers prix que j'ai reçu, c'était le prix d'Acosta de la Ligue des Noirs. J'étais tellement contente. Et puis, tranquillement, on met ça de l'avant et puis, ça, c'est comme, les gens voient ceux qui ont gagné les prix. Et puis, plus tard, on les voit plus loin. Donc, il faut aussi, au niveau de nos communautés, accompagner nos jeunes, mais aussi mettre de l'avant toutes les victoires, même petites, de nos collègues. Je pense que le point projet fait des soucis, mais aussi, je dirais du côté de s'entourer, en fait. Que ce soit d'aller à des instituts de vaches pour rencontrer des personnes dans les lieux qui ont eu un entourage. Moi, j'ai l'occasion d'être mentorée et j'ai l'occasion aussi de mentorer justement une jeune qui étudie chez l'APS en cybersécurité. Je pense que ces éléments-là aussi, de s'impliquer dans la communauté, comme je l'ai rappelé, par exemple, je l'ai fait celle de Technovation mondiale, c'est une jeune fille en technologie, parce qu'elles apprennent à programmer, ça les met en lien avec la technologie, l'entrepreneuriat. Tous ces éléments-là, c'est vraiment important. Parce que aussi, qu'est-ce qu'on va faire avec la politique statistique dans le lieu, on peut juste vraiment parler avec les femmes professionnelles, soit les personnes qui s'intéressent à la profession, j'ai une femme, ou des femmes comme moi, qui sont avec en technologie, plus tard dans la vie. Donc, je pense que tous ces éléments-là sont importants. Petite touche personnelle, moi, j'ai fait des études déjà dans l'adulte. Donc, je peux dire, je suis rapprochée de l'école et là, c'est une chose jusqu'à la limite. Et, ce qui m'a vraiment aidé dans mon parcours, qui m'a supporté, c'est que je ne fais pas lorsqu'on rencontre ces défis, lorsqu'on rencontre ces personnes qui, justement, en nous, hésitent ou veulent mettre des embûches, il y a des comptes accompagnés par des personnes, ça nous aide à surmonter ces éléments-là, des embûches, à aller plus loin, à dire, OK, c'est juste comme des jeux partout, et que c'est ça de dire, qu'il y a un embûche là, et regarde, je continue, je suis comment on va faire côté, on se met gauche. Donc, je pense que ces éléments-là, c'est vraiment important pour vraiment bien valoriser ces débats aussi. Donc, on se bien aussi. Je pense que les jeunes comme ça, une femme qui s'est présentée, pour devenir présidente, vraiment, qui s'est présentée pour les jeunes étudiants hors organisation. Et elle avait l'expression pour dire, premièrement, amener votre jeune. Si jamais il n'y a pas de jeune, vous devez amener votre jeune client. Il y a son début. Et c'est comme ça qu'on se fait connaître, qu'on apporte de nouvelles idées, qu'on peut vraiment pas dans ça. Je ne dis pas que c'est pas fait, ne prends pas. Mais une fois que vous faites, vous faites comprendre avoir au moins essayé de la perspective. Littéralement, c'est l'inconscient. Oui. Mais plus pour un peu booster la route, c'est sûr et certain que je pense que le partage de savoir est tellement important pour aller trouver ces valeurs-là, pour pouvoir avancer ensemble et développer. Je suis humblement tout petit peu plus jeune que vous. Je pense
Et j'avais toujours cette crainte. En fait, j'avais pas beaucoup de réponses à mes questions avant que je rentre dans l'industrie. J'ai cogné à beaucoup de portes et souvent on disait, ben là, je crois que tu vas y arriver. Puis j'étais vraiment déçue. Et quand j'ai eu comme 1-2 ans d'expérience, j'avais ce besoin-là de partager ce que j'avais vécu, partager ce que j'avais découvert, partager mes connexions, etc. Et j'ai commencé à donner des ateliers et je dirais vraiment, franchement, j'avais peur de donner des ateliers parce que je me suis dit, qui suis-je pour aller dire aux gens quoi faire quand moi, je suis en train de naviguer tout ça. Mais non seulement j'ai tellement appris et grandi à travers donner tous ces ateliers-là, développer des programmes de développement de compétences, accompagner les organisations, mais en plus de ça, j'ai réalisé que souvent les gens revenaient et me disaient merci de le faire parce que là, je comprends que je peux le faire aussi. C'est pas aussi difficile et compliqué. Donc, puis aussi tout le partage, je veux dire, intergénérationnel que je pense aller voir des gens qui ont 20 ans, 25 ans d'expérience, pouvoir échanger avec eux, m'exposer à des enfants aussi, plus jeunes, faire des ateliers avec des enfants de 8 ans, 10 ans. J'ai tellement trouvé ça beau et j'ai tellement appris parce que je voyais leur yeux, puis c'est comme, ah, maintenant, je dis comment que je peux faire ça? Ah, ça veut dire que je peux vraiment travailler comme milieu culturel, dans le milieu du film. Donc, vraiment, ce partage de connaissances-là, je trouve que ça peut éveiller tellement de choses, ça peut tellement aider la communauté à se rassembler et avancer ensemble. Donc, voilà. Alors, vous avez chacun dit justement des excellents points, par exemple, la sénatrice, sur le fait qu'il faut avoir une meilleure horizon et pas, des fois, dans la communauté, des fois, il y a des emplois qui sont déjà prédéfinis pour chacun de nous. Mais il y a tellement une panoplie d'emplois que personne ne sait, mais parce que c'est pas expliqué, c'est pas représenté dans notre communauté. J'ai bien aimé aussi, Tracy, l'aspect savoir, parce que mon père m'a souvent dit justement que le savoir, c'est le pouvoir. Il m'a souvent dit ça depuis que je suis jeune, il m'a toujours dit ça, d'où la raison pour laquelle je suis aussi ici actuellement avec des gens extraordinaires comme vous. Et Marsha, j'ai bien aimé également le fait du réseautage, de comment c'est un parfait moment pour pouvoir discuter, pour pouvoir avoir des différentes expériences, comme le gala qui aura le 27 février. Je dis ça comme ça. Et là, maintenant, on a un petit peu de temps pour des questions. Est-ce que quelqu'un aurait des questions pour les panélistes? Je peux amener le micro. OK. Merci. Merci de prendre la scène aujourd'hui. Malheureusement, une question. Peut-être que je vais vous poser ça. Mais au lieu de poser une question, je pense que je vais répondre avec un peu long. Merci d'avoir pris la scène aujourd'hui, de nous démontrer votre excellence dans votre domaine spécifiquement. Dans l'ingénierie, dans la sécurité et dans toutes les industries, en fait, la représentation, c'est ultra important et je me dis vraiment passionnant. J'ai eu la chance de prendre un cours de structure avec puis des personnes intelligentes, mais surtout humbles et empathiques. Et donc, c'est vraiment important. Donc, je m'inspire en tant qu'ingénieur. On va toujours construire dans un contexte. Je peux apporter l'exemple de l'autoroute ici à Montréal, qui est venu détruire une partie de la petite Bourgogne. Donc, juste ici, dans la tour arrière. Et donc, l'importance des ingénieurs noirs, ce n'est pas que technique, ce n'est pas que des questions de mathématiques. Et surtout en cybersécurité, je pense notamment les populations vulnérables, ça va, et justement le training de l'IA vers la connaissance un peu plus généralisée et qui connaît vraiment les réalités de tous. Merci. C'est ce que j'ai à dire. Et les questions ici. Bon. Bonjour. Merci. Pourquoi le l'architecture avec les jeunes? L'architecture, petite anecdote, il y a un étudiant qui est venu voir la fin, ne le connaissait pas.
La première fois que je suis venue à l'université à l'EGS, c'était avec le projet de découverte. J'ai fait un petit quai d'année. Je suis maintenant ici. Merci beaucoup. Et il y a 20 ans, lorsque ces jeunes-là et avec des parents de première génération immigrés, 2006-2007, venaient dans nos locaux, lorsqu'ils voyaient des personnes qui ressemblaient, disaient, oh, mais mon Dieu, cette personne-là est ici. Est-ce qu'elle est ici? C'est un professeur ici. Et ça a développé maintenant des petits qui se disaient qu'ils pouvaient aller ici. Donc, continuer leur implication. Merci. Alors, je pense que c'est ça tout pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être déplacés, d'avoir parlé de votre parcours, d'être des pionnières de la communauté. Vous me faites penser, par exemple, sûrement à ma mère. Alors, merci beaucoup. Et je pense qu'il mérite une belle main d'applaudissement encore. Alors,